Annoncé en 2017, le processus de restitution des œuvres d'art aux pays africains traîne en longueur. Seuls le Bénin et le Sénégal font partie des premiers bénéficiaires. Pour les autres pays, le parcours semble semé d'embûches. Cependant, des solutions pour rassurer et contenter toutes les parties existent. Christian Kader Keïta, bonjour. Bonjour. Il aura fallu attendre 3 ans après le discours d'Emmanuel Macron prononcé à Ouagadougou pour qu'en Conseil des ministres soit décidée la restitution au Sénégal du sabre d'El Hadj Oumar Tall et au Bénin des 26 œuvres appartenant au trésor du roi Béhanzin. Mais une loi devra acter cette décision. On est bien loin de l'efficacité, de la rapidité et de la légitimité que vous préconisez dans votre livre. La question de la restitution des œuvres d'art, derrière, au fond d'écran, nous avons la problématique du droit de propriété de ces œuvres. C'est-à-dire, disons, restituer. Ce n'est pas forcément des objets, mais restituer à qui de droit, restituer le droit de propriété de celui qui a créé ces œuvres. Une fois ce droit reconnu, nous pourrons après voir s'il faut faire un retour des œuvres ou une restitution des œuvres ou une circulation des œuvres. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour nous de reprendre les choses à zéro. Macron a ouvert une porte qui est une très très belle porte, elle est très grande, mais à l'intérieur, il nous faut innover. On arrive, tout n'est pas placé, c'est à nous, effectivement, les intellectuels, les Africains, comme ceux qui s'intéressent à l'art africain, de pouvoir s'asseoir et trouver une solution à cette problématique qui est totalement, qui date, hein, elle n'est pas récente. Et donc, il nous faut innover dans la solution, trouver les voies et moyens et éviter de rester sur les sentiers battus. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense qu'on s'est trompé au départ quand on a parlé de la restitution. Parce que tout à fait, on est venu voir la France pour lui dire « restituez-moi les œuvres ». Les Français ont dit « écoutez, vous voulez qu'on vous restitue quoi ?» Alors, donc, il fallait déjà faire un inventaire des œuvres. Quand on a identifié une œuvre... Aujourd'hui, il y en a 90 000. Hein. Il y en a 90 000. Pour être très clair, ce chiffre est rond, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément précis. Disons qu'il y en a énormément d'œuvres, plus de 90 000 ou à peu près. Il nous faut savoir si les 90 000 sont tous restituables. Ça, c'est la première question. Hein, donc, dans mon livre, je pars de là, en disant est-ce que les 90 000 sont restituables. Sachez bien que dans les 90 000, il n'y a pas que des œuvres consistantes. Il y a des fourchettes, il y a des cuillères, il y a des parchemins, il y a tout. Il y a tout le patrimoine africain. Voilà, il y a tout le patrimoine africain. Donc on a vraiment besoin de travailler de façon scientifique sur un sujet qui doit être totalement dépassionné. Mais dans le rapport Sarr-Savoy, ce rapport préconisait d'amender le principe d'inaliénabilité pour les œuvres constituant les collections des musées ou appartenant à des collectionneurs. Mais rien ne garantit que d'autres pays puissent bénéficier de la jurisprudence du Sénégal et du Bénin. C'est pour ça que je suis totalement contre toute procédure unilatérale, tout bilatéralisme également. Je préfère qu'on puisse travailler de façon globale, qu'on puisse réfléchir de façon globale pour éviter qu'on ait un peu un système de clientélisme. Hein, les bons élèves ou les bons amis, ceux-là, on leur restitue ce qu'ils veulent, et les autres, pendant qu'ils se taisent, ou alors ils sont dans la cour de récréation en train de faire autre chose au lieu de s'occuper de leur culture, ceux-là, on ne s'en occupe pas. Donc moi, je pense que c'est une très très mauvaise solution. Le bilatéralisme dans ce domaine n'est pas du tout une garantie de réussite, de solution globale pour une problématique comme la restitution. Je propose de pouvoir statuer de façon globale. Un statut spécifique. Voilà, tout à fait, Denise. Moi, je propose que la France puisse, par une loi générale, essayer de créer un statut spécifique à ces objets. Oui, mais qui d'après vous, du détenteur de l'œuvre actuellement ou du pays spolié, peut définir le statut spécifique d'une œuvre? D'abord, ces œuvres, on les a identifiées. Donc c'est très bien, on connaît les 90 000 œuvres, comme dont vous parliez tout à l'heure, on les connaît, et donc ils sont en France. Donc c'est la loi française qui s'applique, la lex laïcité, comme on dit en matière d'objet, c'est là où se situe l'objet que la loi doit s'appliquer. Nous allons effectivement accepter cette loi, donc c'est la loi française, c'est à la France de pouvoir faire une loi qui montrera sa bonne volonté politique, parce que vous savez, la décision vient de Macron, donc la bonne volonté politique de la France pourrait effectivement s'illustrer par le fait que la France va faire une loi qui va donner un statut spécifique à ces objets. Ces objets vont donc être, je dirais, marqués d'un sceau rouge,
qui voudrait dire que nous connaissons ces objets, ils appartiennent à aucun pays, ils ont un statut supranational, et ce qui permettra effectivement derrière de pouvoir décider de leur sort. Et pour vous, peu importe le lieu où ils sont, ou en Afrique ou en France? Tout à fait. Peu importe les lieux où ils sont. Pourquoi? Parce que cette liste-là, après inventaire, tout le monde pourrait en avoir accès. Les objets qui seront dans cette liste seront inaliénables et insaisissables. Donc on retrouve effectivement ce caractère sacré, entre guillemets, qu'on en veut donner à ces œuvres, ce qui éviterait que demain matin, on les retrouve sur le marché de l'art ou, par exemple, à cause des guerres, à cause je dirais, d'autres problématiques, on puisse les retrouver complètement pillés ou spoliés et ça sera perdu pour tout le monde. Donc pour ça, on dit statut spécifique. Et qu'est-ce qui va décider, Denise, des sorts de ces objets? Ça sera le CIC. C'est là où la deuxième... Un comité interculturel. Tout à fait, Denise. Nous proposons un comité interculturel. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'art, ce sont des conservateurs africains, ce sont des conservateurs européens, ce sont des écrivains. Oui, mais la critique qu'on entend souvent, Christian Kader Keita, c'est qu'en Afrique, personne n'est formé pour parler de ces œuvres-là. Quand on est très loin de la forêt, on a tendance à penser que tous les arbres ont la même couleur. Et ça, c'est vrai. Si vous vous approchez de l'Afrique, vous verrez qu'il y a des conservateurs de musées en Afrique. Vous allez au Sénégal, vous avez le musée de Gorée. J'ai été très impressionné par la connaissance de certains conservateurs africains de leur art, de l'art de ce continent. L'Afrique est riche, l'Afrique est diverse, tout le monde le sait. Et donc, il y a effectivement des conservateurs. Mais cela dit, nous avons effectivement une pénurie par rapport à l'immensité de ce continent. Il nous manque effectivement de conservateurs dans certains endroits. Donc il faut aussi prévoir la formation de ces conservateurs. Quand on parlait donc du CIC, on parlera après du financement, mais effectivement, le comité interculturel, nous voulons que ce soit un comité mixte. C'est une rencontre qui, généralement, entre deux civilisations, entre deux peuples, entraîne une addition, c'est-à-dire une richesse. Sauf que, pour l'instant, cette rencontre s'est conclue par une soustraction. Donc cette soustraction fait que les Africains, il leur manque quelque chose. Et donc, travaillons dessus pour éviter que cette opération devienne une division. Il ne faut pas que ça soit l'alibi pour une division, mais plutôt quelque chose qui va se multiplier, s'additionner, pour que les deux cultures se parlent, se conjuguent, et pour l'universalisme de l'art. Alors, parlant un peu du financement, vous préconisez que ce financement provienne des biens mal acquis. Mais pour l'instant, une loi prévoit que les sommes provenant des biens mal acquis soient gérées par l'Agence française de développement. Oui, alors comme quoi, je dirais que la route de l'histoire avance, mais elle avance souvent, quelquefois, de façon chaotique. Pour moi, je pense que c'était une très bonne décision déjà que la France a prise de pouvoir remettre l'argent des biens mal acquis aux populations qui ont subi le préjudice, d'ailleurs, et ça c'est une très bonne chose. Par contre, remettre cet argent entre les mains de l'AFD, je pense que l'AFD n'a pas besoin de cet argent pour pouvoir faire ce que l'AFD fait déjà en Afrique. Ça, c'est la première chose. Et je pense que ce n'est pas non plus un très bon signal, puisque l'AFD, c'est quand même la France. Et vous savez très bien que la main qui donne est très souvent au-dessus de la main qui reçoit. Alors, cela mettrait les Africains, encore une fois, dans une position de quémandeur vis-à-vis de la France, parce qu'il s'agit aux Africains de demander à chaque fois à l'AFD, qu'est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour faire ça? Pour arrêter ça, cet argent appartient aux Africains. Créons un fonds pour la sauvegarde du patrimoine africain, c'est ce que nous préconisons. Donc, je dis, pour résumer un peu, Denise, dans mon livre, je propose 3 piliers pour réussir cette restitution. Le premier pilier, vous l'avez dit, c'était la création d'un statut spécifique pour ces objets. Le deuxième pilier, c'est le CIC, qui va donc régir, effectivement, qui va s'occuper de faire les inventaires des œuvres, qui va s'occuper de former les conservateurs, qui va également s'occuper de former les générations futures en Afrique. C'est très important de savoir que les Africains ignorent beaucoup leur art. Personnellement, moi, j'ai découvert l'art africain en Europe. Je n'ai pas honte de le dire.
Alors, en Afrique, l'art africain antique que je parle était surtout des Européens, des expats qui venaient les acheter. Quand je suis venu en Europe, c'est là où j'ai découvert toute la richesse de mon continent. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de formation. Il faut l'accepter, et il faut y mettre les moyens. Et le fonds que j'appelle de mes voeux sera également utilisé pour ça. Alors, ce fonds pourrait servir également à la création de musées, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y en a très peu. Les récents musées sont au Sénégal, au Bénin, enfin, pas encore au Bénin, parce qu'il y en a un qui est prévu à Abomey, mais au Togo, mais également à RDC. Vous proposez, vous préconisez qu'il y ait un musée panafricain ou des musées régionaux. Tout à fait. Mais comment on procède? D'abord, première réflexion, quel genre de musée pour l'Afrique? Quel musée pour les Africains? Aujourd'hui, pour l'instant, ce que je vois, les musées que vous citez sont des musées qui sont des copies des musées européens. Il faudra qu'on y réfléchisse. Moi, j'ai eu un exemple qui m'a beaucoup intéressé, c'était les premiers musées qu'on avait en Côte d'Ivoire, qui étaient des musées vivants, dans lesquels on voyait des artisans, on pouvait voir des gens danser, on pouvait voir des gens travailler sur place. Ça permettait d'avoir une certaine vie. Et on visitait le musée comme si vous alliez à Euro Disney. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas une dynamique. Très dynamique, merci. Très dynamique, très vivant. L'art africain est un art qui vit. Un masque africain collé à un mur, c'est un masque qui pleure. C'est un masque qui souffre. C'est un masque qui devient muet. C'est un masque qui meurt. Donc il faut comprendre cette dynamique de l'art africain. Donc je pense que la construction de musées, c'est très intéressant, mais il faut qu'en amont, les Africains réfléchissent quelle est la muséographie qu'ils veulent voir, quelle scénographie de leur musée qu'ils veulent mettre en place. Première chose. Deuxièmement, le financement des musées peut être fait, effectivement, peut être fait par le fonds dont on parle, vous avez raison. Et moi, je me dis, attention, quand on commence à réfléchir sur la création des musées à partir d'un fonds qui est un fonds qui appartient à tout le monde, il faut peut-être commencer à réfléchir qu'un musée national n'est pas forcément l'objectif à atteindre pour les œuvres d'art qui, au départ, étaient des œuvres d'art qui appartenaient à des peuples transculturels et transfrontaliers. Donc, pensons plutôt à des musées subrégionaux, et effectivement, moi je pense à ça, des musées de l'Afrique centrale, musée Congo qui comprend le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola et le Gabon, puisque ces peuples sont là, le musée Soniké qui aura une partie du Mali, une partie du Sénégal, une partie de la Mauritanie, parce que ces peuples sont là et ils seront ravis de faire connaissance à leur art. Avec leur art. Une dernière question pour finir, Christian Kader Keita. La Belgique également s'est engagée dans cette voie de restitution des œuvres prises par la force, par la violence et acquises de manière illégale à la RDC. Elle s'est fixée comme date butoir 2024. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode belge? L'exemple belge est un exemple peut-être qui pourrait inspirer d'autres pays, pour ne pas citer la France, d'autres pays, parce que là au moins on a un engagement réel. Vous savez, quand Macron a fait son engagement, on s'est dit c'est peut-être que des incantations. Et pour éviter que ce soit des incantations, il faut mettre un agenda. Et les Belges ont compris. Et je suis ravi de cette initiative belge. Et j'espère que les autres suivront. Merci Christian Kader Keita. Merci beaucoup Denise.